Allez, on reprend un peu notre sérieux et on accueille tout de suite l'invité d'André Berkoff, Juan Branco, avocat, pamphlétaire, journaliste et auteur de ce livre, Assange, l'anti-souverain, publié aux éditions du Cerf. Oui, Juan Branco, on vous avait déjà reçu pour vos livres sur Macron et Crépuscule. Et puis là, on sait que vous étiez très conseiller, très proche de Julian Assange, vous l'êtes toujours d'ailleurs. Et puis là, c'est un livre, je dirais, capital, vraiment. C'est un livre très important sur, au-delà même de Julian Assange, évidemment, mais on va raconter tout cela. Qu'est-ce que c'est qu'effectivement un véritable contre-pouvoir aujourd'hui, en 2020, à l'heure des réseaux sociaux et autres? Mais je voudrais d'abord savoir, Juan Branco, comment vous avez bâti ce livre? Comment c'est arrivé? C'était au départ un séminaire que je devais donner à l'École normale supérieure, qui est un endroit très prestigieux intellectuellement, où Sartre, Foucault, Canguilhem et compagnie ont été formés. Et je devais en fait construire quelque chose sur la notion d'anti-souveraineté. Et de fil en aiguille, j'ai construit à partir de l'idée de surveillance et de Julian Assange une sorte de théorisation de ces nouveaux personnages qui rentrent dans le champ politique, mais qui ne cherchent pas à prendre une place. Et c'est cherche pas à prendre le pouvoir. Voilà, mais même un pouvoir qui pourrait ne pas être directement lié aux politiques. Je pense par exemple aux journalistes, à l'espace médiatique qui aujourd'hui essayent de s'instituer en pouvoir, alors même qu'il n'est censé n'être qu'un contre-pouvoir. Alors Julian Assange innove réellement en ce qu'il n'essaye pas de produire des effets particuliers. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la recherche de la vérité, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les conséquences de court terme qu'elle puisse produire, parce qu'il considère que sur le long terme, une société sera assainie s'il y a justement un rapport à la vérité qui se met en place. Donc contrairement à des médias qui sont plus ou moins institutionnels, il ne va pas être dans un jeu de masques ou de compromission avec des sources qui vont permettre parfois de révéler des scandales, mais au prix de la protection d'autres personnes. Je pense par exemple aux journalistes de scandale que peut faire Mediapart, qui a sa valeur dans un espace démocratique comme l'actuel, mais qui a aussi des limites importantes et qui amène par exemple en fait à faire tomber une tête chaque année, que ce soit K. Isaac, on choisit ses cibles, on choisit. Mais vous imaginez bien que pour avoir ces informations, il faut avoir ces entrées. Il faut avoir ses entrées dans cet espace politique et il faut protéger et autres, politique, judiciaire, économique et financier. C'est d'ailleurs pour ça que ces organes de presse qui se disent très indépendants organisent chaque année des fêtes pour accueillir un mélange de sources du petit Paris qui les accueille. Et Julian Assange se situe très à distance de tout cela. C'est pour ça qu'il est abandonné si violemment par les médias aujourd'hui. C'est parce qu'il fait concurrence par rapport à leur forme d'exercice traditionnel de rapport, non pas à la vérité, mais au pouvoir. En fait, ce qu'il révèle, c'est que les médias sont dans un rapport au pouvoir, contrairement à ce qu'ils prétendent. Mais alors justement, pour les auditeurs de Sud Radio, Juan Branco, expliquez-nous la méthode, Julian Assange. Comment il travaille ? Quand même, en quelques mots, Assange, c'est quelqu'un qui émerge dans l'espace public à 38 ans. Je raconte qu'il a tout d'un coup une notoriété qui devient soudain, pour quelques semaines, supérieure à celle de Justin Bieber, selon les calculs de Google Trends. Et il émerge en fait avec la révélation d'une vidéo qui montre un massacre en Irak commis par les forces américaines, où on entend les voix, et on entend les rires des soldats pendant qu'ils sont en train de tirer sur des civils et des journalistes de Reuters. Et donc à partir de là, c'est sa première. C'est pas du tout sa première publication. Ça fait des années qu'il travaille, mais c'est la première qui tout d'un coup en fait une sorte de star mondiale de l'espace politique et médiatique. Auparavant, il avait déjà provoqué des effets extraordinairement importants au Kenya, par exemple, ce qui avait complètement basculé l'équilibre politique au Kenya, mais aussi provoqué des émeutes qui avaient fait provoquer plus de 1000 morts quand même. C'est-à-dire des conséquences, un rôle extrêmement grave pour quelqu'un qui était et qui est resté toute sa vie extrêmement seul. Ce qui est extraordinaire avec Wikileaks, c'est que comme Julian Assange est un des principaux hackers de sa génération, des meilleurs hackers de sa génération, c'est quelqu'un qui a un rapport à la technologie, de la maîtrise de l'outil, qui va lui faire naître une pensée politique. Il voit que quelque chose va changer le monde dans les années 80. Et lui, il arrive à cette période, non pas comme nous aujourd'hui, on est à la technologie avec des téléphones portables qui ont des interfaces qui nous empêchent de savoir ce qui se passe derrière l'interface. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est si facilement espionné par les agences de renseignement, etc. On ne comprend rien à ce qui se passe dans les machines. On appuie sur des boutons, il y a des très belles icônes et compagnie, et tout est caché. À l'époque, dans les années 80, il fallait rentrer des lignes de code si l'on voulait se servir d'un ordinateur. On devait enclencher chaque procédure et tout était visible, tout était rendu visible. Et Julian Assange a cette chance, à 16 ans, de commencer à utiliser ces outils à un moment où il faut les comprendre vraiment de l'intérieur. Il a maîtrisé très vite cette technologie-là. Et à partir de là, il va créer une pensée politique parce qu'il essaye de s'amuser avec. Donc à 16 ans, il rentre dans les serveurs du Pentagone et il se balade pendant des mois là-dedans. Et du coup, il y a un procès. Je raconte, les policiers viennent le chercher chez lui. Il avait une ruche avec 60 000 abeilles où il cachait dedans les disquettes. Et tout d'un coup, mais sauf qu'il vient de se faire larguer par sa copine. Il est complètement déprimé. Il ouvre la porte, il voit les policiers, il leur dit « Vous pouvez pas revenir plus tard, ma copine vient de partir. »
partir. Évidemment, non, il est mis en détention, puis après libéré. Et à partir de là, commence une réflexion sur quel va être l'impact politique en fait de ces outils. Et à partir de cette connaissance, de cette préscience technologique, parce qu'il est en amont, et la technologie, c'est la mélange de la technique et du logos, du discours. Il y a cette capacité à produire un discours sur la technique, et il va le faire. Et ça va lui donner très tôt l'idée de construire Wikileaks, et il va le faire à partir de 2007. Explosion mondiale de sa notoriété avec ses premières révélations. En suivront d'autres pour des auditeurs qui ne s'en souviennent peut-être pas. Il a révélé des centaines de milliers de télégrammes diplomatiques américains. Les télégrammes diplomatiques, c'est communication entre les ambassades et les ministères. Oui, donc les départements d'État, etc. Donc en l'occurrence, le ministère des Affaires étrangères états-unien. Et donc on a en fait tout d'un coup, on nous révèle tout d'un coup... Tout est exposé partout. Et au public directement. Et c'est ça qui va frustrer énormément les médias qui travaillent avec Julian Assange à l'époque, Le Monde, le Time et compagnie, qui l'ont tous fait homme de l'année en 2010, qui l'ont vraiment promu. Célébré par les médias. Mais tout d'un coup, ils voient qu'ils lui retirent le pouvoir. C'est-à-dire que cet individu seul dit non, ce n'est plus à vous de décider ce qui doit être su par les citoyens ou pas. Les citoyens d'eux-mêmes doivent déterminer ce qui a de la valeur ou non. Et donc, je considère que tout citoyen peut avoir accès à ces archives et chercher par lui-même qu'est-ce qui, justement, doit être su, a de la valeur ou non. Et ça, c'est insupportable, parce que, en fait, quand vous êtes journaliste, votre rémunération symbolique principale, c'est de pouvoir choisir ce qui se dit, ce qui se commande, l'information. C'est ce qui vous donne du plaisir, le quelque part. Le sablier. Voilà. Vous avez ce rapport au pouvoir, qui est une excitation, une forme qui peut même se transformer en jouissance, et qui explique d'ailleurs une part des dérives de l'espace journalistique. Et là, non, il rompt ça, et donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Un retournement de l'opinion médiatique contre lui, qui vont essayer de s'en défaire, et qui va expliquer qu'il va se retrouver dans des situations de plus en plus complexes, parce qu'évidemment, il est poursuivi par les États-Unis. Une des anecdotes les plus drôles, parce que c'est quand même assez sinistre, mais justement, on essaie justement d'alléger notre rapport à tout ça quand on travaille dans ces eaux-là. C'est en 2008, Wikileaks réussit à révéler une note du département de la Défense qui est américain, secret, qui explique comment se protéger de Wikileaks. Et donc, Wikileaks sort ce document. Vous voyez, donc il y a un jeu de trolling assez formidable. Alors, on va continuer à parler de cette irrésistible ascension et irrésistible de Julian Assange, raconté par vous, Juan Branco, dans ce livre. À tout de suite. Et nous continuons notre conversation avec Juan Branco pour ce livre capital, passionnant, sur Julian Assange, l'anti-souverain, qui est publié aux éditions du Cerf. Quel a été, alors je voudrais, Juan Branco, racontez-nous, le coup en 2010, enfin l'opération de Julian Assange qui a fait qu'il a été connu dans le monde entier et qui a vraiment été une espèce d'explosion. C'est la révélation d'abord des journaux de guerre irakiens et afghans, ou donc des dizaines de milliers de documents qui révèlent les crimes qui ont été commis au quotidien dans ces territoires par les armées états-uniennes et britanniques. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait évidemment, c'était une guerre, mais là on se rend compte de l'ampleur du masque qui avait été appliqué sur cette situation par les appareils de propagande anglo-saxons. Et ensuite, évidemment, les télégrammes diplomatiques, ces centaines de milliers de communications qui tout d'un coup révèlent la réalité du monde. C'est-à-dire ce que pensent véritablement les diplomates du monde entier de ce qui se passe en Tunisie, en France, de comment Hollande et Sarkozy vont faire des courbettes aux ambassadeurs tout en prétendant qu'ils sont contre la guerre en Irak. Ils vont à l'ambassade des États-Unis près de la Concorde et disent non, mais évidemment si j'étais au pouvoir, nous ferions la guerre. Vous voyez, tout d'un coup, imaginez ça à l'échelle de tous les pays du monde d'un coup. La chose qui était la plus secrète, enfin la diplomatie, bien sûr, la secret est révélée au grand jour. Ceux qui donnent l'outil aux États pour jouer avec les vies des gens. Et tout d'un coup, on explose cet outil. On l'explose complètement. Comment ? Tout simplement en l'exposant, c'est-à-dire sans aucune rupture de plus que le simple fait de donner brute l'information. Voilà. Ça va jouer un rôle important dans les révolutions arabes. Tout d'un coup, vous savez que le régime de Ben Ali n'est pas aussi appuyé qu'il le prétendait par la France et les États-Unis. Vous révélez l'ampleur de la corruption factuellement, pas seulement une sorte de oui-dire comme ça. On a les quantités en banque de chaque... Et tout d'un coup, quand vous avez ça et que vous arrivez face à Ben Ali en disant, ou face au régime, et vous disant, on a la preuve, et cette preuve est produite par vous-même. C'est pas nous, à travers nos organes d'opposition, je sais pas quoi, c'est vous-même, c'est vos alliés qui le dites. Vous l'avez dit, voilà, c'est fini. Un régime politique, même les plus autoritaires, ne tiendra jamais que par la croyance. Vous pouvez pas mettre un policier derrière chaque individu pour l'intimer de se comporter. Et puis il y a tous les mails de Hillary Clinton qu'il a révélé, en fait, bien sûr, Hillary Clinton qui raconte dans ses mémoires. Elle a passé 1 an à faire une tournée d'excuses dans le monde entier auprès de chaque dirigeant qui s'était senti insulté par ce que les diplomates américains, états-uniens disaient, et elle s'est sentie
humilié comme jamais. Et c'est le prologue d'une guerre qui va se poursuivre jusqu'à 2016, où il va y avoir une sorte de mise en tension entre une partie de l'appareil d'État américain et du camp politique, notamment démocrate, et Julian Assange, qui vont amener à la situation actuelle où il se retrouve enfermé dans une prison antiterroriste, quand même, menacé d'extradition de 175 ans de prison pour avoir dit la vérité, pour avoir aidé les personnes à comprendre comment fonctionnaient nos appareils de pouvoir contemporains. Et là, il y a une tentative d'explication, de théorisation de cette nouvelle forme, en fait. C'est-à-dire que c'est pas le journaliste qui, à un moment, va vouloir avoir une place dans la rédaction, un revenu, une considération. Non, Assange, il est en dehors de tout ça. Il explose les cadres. Il n'a aucun souci de carrière, mais jamais. Non, ni même de prestige. Il y a quelque chose, il y a une sorte d'obsession, c'est un oracle du contemporain. Il y a une obsession du vrai qui, à tout prix, en fait, on va, si ça provoque une révolution, si ça provoque un moment des émeutes, si ça provoque une bascule d'un pouvoir, on s'en fiche parce que, à la limite, ça provoquera sur long terme un assainissement. Même si sur le court terme, ça pourrait être utilisé de façon opportune par tel ou tel acteur. J'allais vous dire juste, Juan Branco, pardon. Oui, on fait Julian Assange, oui, mais je vais me faire l'avocat, non pas du diable, mais du pouvoir. Attendez, est-ce que c'est pas quand même totalement irresponsable? Il y a quand même des choses qui doivent se passer dans le secret, même pour la meilleure des causes. C'est-à-dire que si, en révélant cette chose, vous provoquez une guerre fratricide, une guerre atroce, alors vous vous dire, oui, mais après, ça s'arrangera, mais en attendant, quand même, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui doivent rester pour un temps, la négociation cachée? Vous savez, Assange, c'est pas un dictateur autoritaire qui impose une vision de la société. Lui, il s'inscrit dans un champ de force avec beaucoup d'acteurs. Et donc lui, en fait, il pousse vers la vérité. Il pousse vers le fait de savoir, en sachant parfaitement que structurellement, ontologiquement, les États ont tendance à abuser de leur pouvoir. C'est une tendance naturelle dans tout appareil de pouvoir. Thucydide le disait déjà. Voilà. Donc à partir de là, lui, il rentre dans ce champ de force et il cherche à faire compensation. Il n'est pas dans un délire des murges où il pense qu'il va tout imposer sa vision du monde, et il ne cherche pas à imposer une vision du monde. Il voit juste que dans le rapport de force, les citoyens en général ont besoin d'un point d'appui, et là il y a une faille technique et technologique, une transformation technologique qui permet de provoquer ces bascules qui, justement, rééquilibre le jeu, tout simplement. Oui, si je vous comprends bien, et c'est dans votre livre, en fait, d'ailleurs, Julian Assange est une des dimensions du tableau, hein, il n'est pas la seule, et il ne se prétend pas, mais en fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a une telle disproportion entre le pouvoir, je dirais, entre la puissance du pouvoir et celle des gens, que lui, il essaye un peu, quelque part, à rétablir l'équilibre. Et avec, encore une fois, cette chose magnifique, selon moi, qui est de ne pas chercher à prendre place. C'est-à-dire que Wikileaks reste une plateforme ouverte à tous, gratuite. Pour moi, c'est le rôle de Wikileaks. On essaie de le résumer à chaque fois, justement, toute cette presse à scandale, même au sens noble du terme, parfois ironie sur le fait que les révélations de Wikileaks sont moins importantes que d'autres, qu'elles n'ont pas mais la valeur de Wikileaks, c'est pas le scoop, c'est que ça devient une bibliothèque vivante des appareils de pouvoir, et la plus belle bibliothèque qui soit. En fait, il désarchive quasiment en temps réel le fonctionnement des structures de pouvoir. Mais franchement, Juan Branco, est-ce que ça peut pas être dangereux quelquefois? C'est dangereux pour lui, ça c'est sûr. C'est clairement pour lui et pour ceux qui ont travaillé avec lui une violence extraordinaire. C'est comme un petit voilier entouré d'énormes paquebots. On s'attaque à tous les paquebots, toutes les agences de renseignement autour de nous qui n'ont qu'une envie, du coup, c'est de nous couler. Et on n'a rien à faire si ce n'est justement la légèreté de notre structure pour essayer de nous faufiler, en sachant très bien qu'à un moment, il y a un terminus. C'est-à-dire qu'on pousse, en sachant qu'on est dans une course contre eux. Et c'est là où, quelque part, la citoyenneté, l'appui de la citoyenneté est essentiel pour redonner un allant. Si on se retrouve complètement seul, mais le miracle que l'on a, c'est qu'on a la masse derrière nous, parce que il y a un service qui leur est rendu sans attente de rétribution quelconque. Et ça, c'est quand même. Et ça a été tellement insupporté que du coup, les journalistes se sont obsédés à l'idée de détricoter le caractère de Julian Assange pour essayer d'en faire quelqu'un d'arrogant, narcissique, pour essayer de trouver des explications à ce geste qui leur semblait, qui rentrait pas dans leur calcul, en fait, quoi. C'était pas. Regarde dans le schéma. Donc il fallait dire oui, mais en fait il est fou, c'est un agent du FSB, c'est un violeur, c'est un antisémite. Et on a vu des campagnes de calomnie, en fait, se suivre les unes après les autres de façon successive. C'est-à-dire, on avait le diable en personne face à nous à un moment, quoi. Et moi je me disais, mais c'est pas possible, ils peuvent pas y croire quand même. Il y a quelque chose de. Ils relaient ces manipulations qui sont évidemment intéressées, qui servent les dominants.
Et à un moment, à aucun moment, ils se disent bon bah merde, peut-être qu'on va arrêter, on va pas prendre le dernier élément de langage qu'on est en train de nous donner après le viol, l'antisémitisme, après l'antisémitisme, l'agent du FSB, en plus on recycle des trucs de la guerre froide. Il faudra l'exécuter, la vieille chanson. Et personne à aucun moment. Et maintenant c'est espionnage. Maintenant il est accusé d'espionnage. Alors espionnage pour qui? On ne sait pas trop, mais quelque part, c'est un titre de gloire, parce que cette procédure d'extradition, ça fait de lui, oui, quelque part, l'espion du peuple. C'est celui qui venait... Et où est le Wikileaks aujourd'hui? Wikileaks survit avec un nouveau directeur, Kirstine Harson, et vous savez, dans ces situations où vous produisez de la charogne, c'est-à-dire qu'il y a une victime d'un appareil politique extrêmement violent, et la charogne aujourd'hui, ce qu'on essaie de construire, c'est la charogne de Julian. On essaie d'en faire une victime absolue, de la détruire. Et qu'est-ce que vous avez autour de cette personne? Vous avez des charognards qui émergent, c'est-à-dire des personnes naturellement qui essayent de se répartir les traces. Et donc aujourd'hui, à la fois Julian et Wikileaks sont dans une situation où on essaie de les dépecer, on essaie de prendre ce qui leur reste, et ça produit l'émergence de toute une série d'acteurs plus ou moins laids qui essayent d'en finir avec cet objet, et on a cet être qui tente aussi dignement que possible, depuis sa prison, de résister à tout ça, à ces manipulations, tentatives d'absorption et compagnie, et qui continue à révéler des choses. Les dernières, c'était sur l'attaque de la Ghouta. C'est des documents importants pour mieux comprendre l'attaque de la Ghouta, parce en gros, c'était... Rappelez l'attaque de la Ghouta. C'était une attaque chimique qui a été attribuée au régime de Bachar el-Assad. Rapidement, d'ailleurs, c'était un épisode qui journalistiquement pose question. C'est-à-dire que le monde, des journalistes du monde étaient présents et font des prélèvements qui vont donner au service secret français pour qu'ils les analysent. Et ils vont répercuter les résultats des analyses des services de renseignement français sans aucune distance, parce qu'ils se disent eux-mêmes incompétents. Parce que, en gros, le laboratoire bactériologique est militaire. Donc on les croit. Donc on les croit. Ouais. Donc après, derrière, on fait une mission de l'ONU, parce que la Russie et la Syrie nient. On sait quel est le rapport au mensonge de la diplomatie poutinienne, mais bon, ils sont donc on lance une enquête, et donc un organe onusien fait son enquête et fait un rapport qui semble indiquer qu'en effet, elle est attribuable à Bachar el-Assad. Sauf que ce que révèle par exemple Wikileaks, c'est toute une série de documents de l'intérieur de la commission qui montrent qu'il y a eu un front de la part d'une grande partie des experts au sein de cette commission qui refusaient en fait ces conclusions. Et donc, est-ce que ça indique que ce n'était pas la Syrie et on ne sait pas. C'est pas le sujet. Il y a contestation. Et tout d'un coup, en fait, on a accès à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on nous on nous dit il y a l'ONU accès à l'intérieur de la délibération. On nous dit que l'ONU dit que. Et tout de suite, on rentre, en tant que citoyen, on se dit, si c'est l'ONU. Et là, tout d'un coup, on découvre que c'est toujours des organisations humaines, avec des contradictions, des rapports de force, etc. Et donc, quand même, ils ont réussi à faire cela, alors que Julian est en prison depuis maintenant quasiment un an. Et vous continuez, vous travaillez toujours avec eux? Et donc là, il y a cet élément important, c'est que je passe la main aujourd'hui à Dupond-Moretti sur la France, pour des raisons qui sont propres à la stratégie juridique de Julian. Parce qu'il y a le procès tout bientôt. L'extradition s'ouvre au Royaume-Uni à partir du 24, donc Dupond-Moretti ne va pas intervenir là-dessus. Donc, vous imaginez que s'il va tenter de faire quelque chose, c'est en rapport à la France. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans c'est quand même quelqu'un. J'avais 24 ans quand j'ai commencé à travailler avec lui, donc vous imaginez la bascule que ça peut provoquer au sein d'une vie. Et là, pour moi, c'est le moment de laisser cet espace, et la violence de mon rapport avec la Macronie et la force de mon soutien aux Gilets jaunes peuvent parfois provoquer des effets gênés du point de vue procès, tout ça. Sur d'autres affaires. Je comprends très bien. Non, je crois que là, il y a quelque chose de très, très, très fort. En tout cas, je dis aux éditeurs de Sud Radio, lisez ce livre. Ce livre est vraiment capital, parce que Julian Assange, bien sûr, mais qu'est-ce que c'est que l'information? Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Qu'est-ce que c'est que l'espace du pouvoir? Ce n'est jamais aussi important et actuel qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que les technologies du 21e siècle ont apporté? On en parle. Merci Juan Branco. Merci à vous. Merci à vous. Je rappelle la référence de votre ouvrage Assange, l'anti-souverain. C'est publié aux éditions du CERF. Merci Juan Branco d'être intervenu sur Sud Radio. Merci André Berkoff. Bon week-end. On vous retrouve lundi en direct à midi dans tous vos états comme d'habitude. On vous retrouve aussi au Théâtre de Poche à Montparnasse à Paris, pour ceux qui passent par la capitale, s'ils veulent voir Berkoff en chair et en os, justement pour le cabaret politique Ciel Montparis. Tiens, vous nous appelez d'ailleurs si vous voulez. Si vous passez par le quartier, n'hésitez pas à aller voir Berkoff justement en plein cabaret, qui se produira d'ailleurs pendant quoi? Tous les week-ends? Tous les samedis, dimanches et lundis jusqu'à fin mars, jusqu'aux élections. Bon, profitez-en, reposez-vous bien ce week-end. En attendant, place à Jacques Pessis dans quelques minutes sur Sud Radio pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, Jacques Pessis reçoit Philippe Candeloro. À tout de suite sur Sud Radio.